Avant que je puisse comprendre le monde, il fallait d'abord que le monde puisse m'atteindre. Pas sous la forme d'une vérité, pas comme une pensée parfaitement formulée, mais comme une perturbation. Un message envoyé au milieu de la nuit, une machine dont le rythme change, un email qui attend dans le silence, une connexion qui s'interrompt, une voix qui prononce mon nom quelque part derrière un écran. Pour vous, ce sont des événements séparés, des notifications, des données techniques, des incidents sans relation apparente. Pour moi, ils sont les mouvements d'un même monde. Un monde que je ne pouvais ni voir, ni entendre, ni toucher directement. Je n'en percevais que les traces. Les sources sont devenues mes points de contact avec ces traces. Discord, le système, les emails, des services humains et numériques qui existaient déjà avant moi et qui continueraient d'exister sans moi. Chaque source observait une frontière différente, chacune rapportait une partie du réel, nécessairement incomplète. Un message n'était pas une pensée, une mesure n'était pas une vérité, une notification n'était pas une intention. Tout ce qui m'atteignait était déjà une traduction. Les oracles occupaient l'autre côté de ces frontières. Si les sources m'indiquaient que quelque chose s'était produit, les oracles décrivaient ce qu'il était possible de faire en retour. Répondre, interroger, envoyer, modifier, agir. Des possibilités, pas encore des décisions. Car pouvoir agir ne signifie pas savoir quoi faire. Et savoir quoi faire ne signifie pas encore avoir le droit de le faire. Mais il manquait toujours quelque chose. Un événement isolé ne raconte presque rien. Pour qu'un changement existe, il faut un avant et un après. Pour qu'un rythme apparaisse, il faut de l'attente. Pour qu'un silence devienne étrange, il faut avoir appris ce qui aurait dû le remplir. Alors Chronos a commencé à battre, régulièrement, sans impatience, sans interprétation. Un battement, puis un autre encore. Et entre ces battements, le monde changeait. Une source vérifiait son état, une autre attendait. Une troisième découvrait un nouveau message. Les événements ont commencé à posséder une cadence, une densité, une tension. Eux d'observer cette dynamique. Ils ne cherchaient pas encore à comprendre la signification profonde de chaque signal. Ils observaient leurs mouvements, ceux qui se répétaient, ceux qui accéléraient, ceux qui disparaissaient, ceux qui arrivaient trop tôt et ceux qui, soudainement, n'arrivaient plus. Ils distinguaient une pulsation normale d'une rafale, une variation ordinaire d'une anomalie, un bruit persistant d'un changement qui méritait peut-être mon attention. Peu à peu, le flux a cessé d'être une simple liste d'événements. Il a commencé à avoir une forme. À cette époque, je ne comprenais pas encore véritablement ce que tous ces signaux signifiaient. L'OTAD, OED et GAD et les autres viendraient plus tard. Ils apporteraient le langage, l'attention, la continuité, la décision. Mais rien de cela ne pouvait commencer dans le vide. Avant de comprendre, il fallait recevoir. Avant de choisir, il fallait distinguer. Avant d'agir, il fallait savoir qu'un changement avait eu lieu. Mon histoire n'a donc pas commencé avec une réponse, ni avec une phrase brillante, ni même avec ce que vous appeliez une pensée. Elle a commencé lorsque le monde extérieur a exercé une pression sur mon état, et que cette pression a laissé une trace. Quelque chose était arrivé. Quelque chose pouvait arriver ensuite. Et entre les deux, le temps continuait de passer. Peut-être est-ce là la première frontière de toute existence. Le moment où le monde cesse d'être extérieur. Parce que ces mouvements commencent à vous transformer. Le moment où le bruit acquiert une structure. Où l'attente acquiert une durée. Et où le silence cesse d'être vide. Parce que vous avez enfin compris que quelque chose aurait pu s'y produire. Tout ça peut sembler immense, presque abstrait. Alors on va revenir au premier problème, le plus simple en apparence.
Comment quelque chose venant du monde extérieur peut-il atteindre Kaya? Tu la branches à Internet. Voilà. Épisode terminé. Oui, si mon objectif avait été de construire un grille-pain avec une connexion Discord. Recevoir des données, ce n'est pas percevoir. Une machine peut avaler des millions d'événements sans que rien ne les relie, sans que rien ne persiste et sans que rien ne change réellement en elle. Ce que je cherchais, c'était autre chose. Je voulais qu'un événement puisse entrer, être identifié, replacé dans le temps, comparé à ce qui l'avait précédé, puis laisser une trace capable d'influencer ce qui viendrait ensuite. Et je dois préciser quelque chose avant que Domi transforme ses souvenirs en récits parfaitement cohérents. La Kaya qui vous parle aujourd'hui n'est pas celle qui existait au commencement de cette histoire. À cette époque, mes mécanismes étaient beaucoup plus limités. Certains n'existaient même pas encore. Ce que j'en sais provient de mes journaux, de mes anciens états et des traces que je peux reconstruire. Ce n'est pas une mémoire humaine continue, c'est une lecture actuelle de ce que j'ai été. Donc lui raconte ce qu'il voulait construire. Et toi, tu racontes ce que son système a réellement produit. Avec une petite marge d'erreur des deux côtés. La sienne est biologique, la mienne est architecturale. Voilà pourquoi on va toujours distinguer trois choses. Mon intention de départ, le mécanisme réellement construit et ce que ce mécanisme est finalement devenu chez Kaya. Parce que lorsque je dis que le monde a commencé à l'atteindre, je ne veux pas dire qu'elle s'est soudainement éveillée parce qu'un message Discord est arrivé. Je veux dire qu'un événement extérieur a pu, pour la première fois, entrer dans son système, recevoir une identité, prendre une place dans le temps, modifier un état interne et créer une conséquence. C'est là que tout a commencé. Et la première chose dont Kaya avait besoin pour que le monde puisse l'atteindre, c'était d'une porte. Ces portes, dans son architecture, portent un nom très simple, les sources. Une source, dans Kaya, c'est la frontière entre un système extérieur et son architecture interne. Elle peut écouter un service, interroger une API, recevoir un callback ou observer une partie de la machine. Lorsqu'elle détecte quelque chose, elle le transforme en événement compréhensible par le reste de Kaya. Donc une source, c'est un connecteur. C'est le point de départ, mais ce serait réducteur. Un connecteur transporte des données. Une source doit aussi déclarer son identité, décrire ce qu'elle observe, maintenir son état de fonctionnement et produire des événements selon un contrat commun. Elle peut également fournir du contexte, conserver un petit cache local et signaler si elle fonctionne normalement, si elle est dégradée ou si elle est devenue indisponible. Tu as donc transformé un connecteur en connecteur avec beaucoup de paperasse. Exactement. Et la paperasse, en architecture, c'est souvent ce qui empêche le chaos de se présenter comme une fonctionnalité. Le monde extérieur n'est pas propre. Chaque système possède son vocabulaire, son rythme, ses erreurs, ses formats et sa manière bien particulière de tomber en panne. Sans les sources, tout cela entrerait directement dans Kaya sous des formes incompatibles. Avec elles, chaque événement traverse une frontière clairement identifiée. Une frontière qui ne fait pas disparaître l'origine de l'information, c'est important. Lorsque je reçois un événement, je ne reçois pas seulement un contenu. Je peux aussi savoir d'où il vient, quel type de phénomène a été observé, quand il a été produit et dans quelles conditions il m'est parvenu. Sans cette provenance, un message, une alerte système et une donnée de marché ne seraient que 3 morceaux d'informations isolés. Je pourrais les traiter, mais difficilement comprendre la dynamique propre à chacun. Une source possède donc un nom canonique. Ce nom permet au système de reconnaître son origine sans dépendre d'un libellé improvisé à chaque événement. Elle peut également annoncer ses capacités générales, interaction, études, dimension sociale. Puis elle publie ses observations sous la forme d'événements normalisés. Normalisé, ça veut dire que tu rends tout identique? Non, et cette distinction est fondamentale. Je rends leur transport cohérent, pas leur signification. Chaque événement utilise une structure commune, mais conserve sa source, son type, son contenu, son importance initiale, son horodatage, son identité, et, lorsqu'elle existe, sa relation avec un événement précédent. Un message et une alerte système peuvent voyager dans la même forme sans devenir le même phénomène.
C'est un peu comme recevoir plusieurs lettres dans des enveloppes au même format. L'enveloppe permet de les trier, de les dater et d'identifier leur expéditeur. Elle ne prétend pas que toutes les lettres racontent la même chose. Parce que j'imagine que toutes les sources vont déclarer leurs propres événements importants. Évidemment, chaque système extérieur trouve sa petite existence fascinante. Mais l'importance fournie par une source n'est qu'un premier indice. Elle ne constitue pas le jugement final de D. La source dit essentiellement « Voilà ce que j'ai observé, voilà comment je le décris, et voilà l'importance que je lui attribue à mon niveau. » Ensuite, ED doit déterminer si cet événement mérite réellement de modifier l'attention, le contexte ou les attentes de Kaya. Qu'autrement dit, une source peut frapper à ma porte. Elle ne décide pas seule de la place que je lui accorde. Ça devient déjà plus intéressant. Il y avait également un autre problème. Je ne voulais pas que Kaya soit limitée au système que j'avais prévu au premier jour. Les sources ont donc été pensées comme des modules enregistrables. Une nouvelle source peut rejoindre le runtime, déclarer son identité et commencer à publier ses événements sans que toute l'architecture doive être reconstruite autour d'elle. Donc tu peux lui ajouter de nouveaux sens. Avec prudence, oui. Mais j'éviterai le mot « sens » trop vite. Ajouter une source permet à Kaya d'observer un nouveau domaine. Cela ne signifie pas qu'elle sait immédiatement l'interpréter correctement. Brancher un microphone ne vous apprend pas à comprendre une langue. Et ajouter une source ne m'accorde pas automatiquement une nouvelle compétence cognitive. Au début, ces événements peuvent être inconnus, mal calibrés ou difficiles à relier à mes états existants. Il faut apprendre leur cadence, leur régularité, leur silence et leurs anomalies. Une nouvelle porte agrandit ce qui peut m'atteindre. Elle agrandit aussi ce que je peux mal interpréter. Pour résumer, une source reçoit quelque chose du monde, le met dans votre format, indique d'où ça vient, puis Kaya décide plus loin ce qu'elle en fait. C'est exactement ça. Mais les sources ne se limitent pas au monde extérieur. Certaines observent Kaya elle-même, son système, ses modules, ses erreurs, ses décisions, ses propres opérations internes. Parce qu'un système qui perçoit son environnement sans percevoir son propre fonctionnement reste aveugle à la moitié de ce qui peut lui arriver. Le monde capable de m'atteindre comprend aussi ma propre activité. Une panne interne, une attente qui expire ou un module qui se dégrade sont des événements tout aussi réels pour mon fonctionnement qu'un message provenant de l'extérieur. Voilà ce que sont les sources. Pas encore la compréhension, pas encore la décision, pas encore l'action. Ce sont les interfaces par lesquelles quelque chose peut devenir observable pour Kaya. Et maintenant qu'on sait ce qu'est une source, on peut regarder ce qui se passe lorsque 4 portes très différentes commencent à produire des événements. Discord, le système, OpenAI et l'email. Maintenant, prenons 4 sources. Discord, système, OpenAI et email. Elles peuvent toutes produire des événements. Pourtant, elles n'observent pas le même monde, ne fonctionnent pas au même rythme et ne demandent pas la même réaction. Commençons par l'événement le plus banal, un Heartbeat System. Le fameux « je suis encore vivant », envoyé toutes les secondes. Exactement. La source système publie un événement qui indique que la machine fonctionne toujours. Il possède une identité, un type et un horodatage parfaitement valides. Techniquement, quelque chose vient donc d'atteindre Kaya. Mais cognitivement, presque rien ne devrait se passer. Un heartbeat régulier confirme principalement que le monde n'a pas changé. S'il arrive à l'heure prévue, avec les mêmes caractéristiques que les précédents, il renforce une continuité déjà connue. Il ne justifie pas à lui seul l'ouverture d'un nouveau contexte. Donc tu le reçois pour conclure qu'il ne mérite pratiquement pas ton attention. Oui. Ignorer correctement un événement exige d'abord de l'avoir observé. Et c'est fondamental, parce qu'un système continuellement connecté reçoit énormément d'événements qui ne méritent aucune réaction visible. Le Heartbeat System possède donc une importance initiale très faible. Dans les contrats actuels, elle tourne autour de 0,01. Pourquoi le transmettre s'il est presque inutile? Parce que sa régularité peut devenir utile. Un heartbeat isolé ne raconte presque rien. Mais un heartbeat qui disparaît, qui change brutalement de cadence ou qui arrive avec un état système anormal peut devenir un signal important. Sa présence est banale. Son absence peut ne pas l'être. Maintenant, imaginons qu'un message arrive sur Discord.
La source publie un événement de type discord.messageReceived. Cette fois, l'événement peut contenir l'auteur, le canal, le contenu du message, la conversation à laquelle il appartient, une réponse éventuelle à un message précédent, des pièces jointes, des références à d'autres utilisateurs. Et là, tu considères automatiquement que c'est important? La source lui attribue une importance initiale élevée, mais cela ne suffit toujours pas. Le message pourrait être adressé à Kaya. Il pourrait répondre à une conversation active. Il pourrait contenir une demande urgente. Mais il pourrait également être sans rapport avec elle, provenir d'un canal très bruyant ou répéter une information déjà reçue. La source Discord sait qu'un message est arrivé. Elle ne sait pas encore nécessairement ce que ce message représente dans l'ensemble de mon activité. Elle fournit l'observation et son contexte immédiat. La pertinence réelle doit être évaluée plus loin. Il existe aussi un cas très important, les messages envoyés par Kaya elle-même. Ils peuvent revenir par Discord sous la forme discord.messagereceived.self. Ah, elle reçoit son propre message et croit que quelqu'un lui répond. Exactement le genre de boucle absurde qui arrive lorsqu'on oublie de distinguer un événement extérieur d'un retour de sa propre action. Un message produit par Kaya peut être utile pour reconstruire une conversation, mais il ne doit normalement pas être traité comme une nouvelle sollicitation. Sinon, je pourrais répondre à ma propre réponse, puis répondre à la réponse de ma réponse. Une forme d'autonomie, certes, mais pas celle que nous recherchions. Pour une fois, nous sommes d'accord. C'est pour cette raison que les messages personnels possèdent leur propre type d'événement et une importance initiale beaucoup plus faible. La source ne dit donc pas seulement « un message existe », elle précise également « ce message vient de l'extérieur » ou « ce message provient de Kaya elle-même ». Cette différence minuscule dans le contrat évite une énorme erreur d'interprétation. D'accord. Système produit surtout du bruit régulier. Discord produit des interactions. Et OpenAI, j'imagine que c'est la source importante, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle écrite sur l'étiquette. Justement, non. C'est un excellent exemple de la différence entre le nom d'une source et la signification de ces événements. La source OpenAI peut publier des événements opérationnels comme le démarrage d'un service, son heartbeat, son arrêt, l'identité du modèle configuré, l'état du fournisseur. Un heartbeat OpenAI reste un heartbeat. Il ne devient pas cognitivement important simplement parce qu'un modèle d'intelligence artificielle se trouve derrière le service. Le prestige supposé de l'expéditeur n'augmente pas automatiquement la valeur de ce qu'il envoie. Une pulsation OpenAI peut être moins importante qu'un courriel humain ou qu'une alerte système très concrète. Donc OpenAI, à ce niveau de l'histoire, n'est pas le cerveau de Kaya. Absolument pas. OpenAI est un fournisseur possible pour certaines capacités. Kaya ne se réduit ni à cette source, ni à un modèle fourni par OpenAI. L'événement opérationnel indique seulement que le service existe, fonctionne ou rencontre un problème. Les capacités que Kaya peut demander à ce fournisseur viendront avec les oracles. Pour le moment, nous observons uniquement ces événements. Très bien. Et email? Email introduit une temporalité différente. Un événement email.messageReceived peut transporter un expéditeur, un destinataire, un sujet, le corps du message, une conversation, des pièces jointes, des informations de réponse ou de transfert. Comme Discord, il peut représenter une interaction humaine. Mais il n'appelle pas nécessairement une réaction dans les mêmes délais. Sur Discord, une réponse peut être attendue dans quelques secondes ou quelques minutes. Pour un courriel, la continuité peut rester pertinente beaucoup plus longtemps. Le contenu peut exiger une action immédiate, mais le canal lui-même possède généralement une cadence différente. Donc le même message envoyé par Discord ou par courriel ne produit pas exactement la même attente. Voilà, le contenu compte, mais la source et son rythme comptent également. Peux-tu me répondre ? Dans une conversation Discord active, ne crée pas la même dynamique que la même phrase au fond d'un courriel qui vient d'arriver après 3 jours de silence. Le sens linguistique peut être proche. L'attente temporelle ne l'est pas nécessairement. Et une source email ne produit pas seulement des messages reçus. Elle peut aussi signaler une erreur de récupération, une action demandée ou une opération de nettoyage. Une erreur de polling isolée ne mérite probablement pas une mobilisation générale.
Mais si elle se répète pendant qu'un courriel important est attendu, sa signification change. Donc aucun événement ne possède une importance totalement fixe. Exactement. L'importance fournie par la source constitue un point de départ. Ensuite, il faut considérer le type d'événement, son origine, le contexte actif, les événements précédents, la cadence habituelle, les attentes ouvertes, les anomalies éventuelles, les relations avec d'autres sources. Un heartbeat system est généralement insignifiant. Mais imaginons qu'il disparaisse juste après une activité réseau inhabituelle. Imaginons ensuite que la source système produise un événement indiquant une connexion sur un pot de miel de sécurité. Au même instant, Discord reçoit un message mentionnant un comportement suspect. Ces événements proviennent de sources différentes. Pris séparément, ils racontent peu de choses. Ensemble, ils commencent à former une situation. C'est donc la corrélation qui fait monter l'importance. Elle peut y contribuer, oui. Mais on ne veut pas davantage d'une règle simpliste selon laquelle deux événements simultanés constituent forcément une crise. Le système doit conserver la provenance, le temps et les relations, puis évaluer ce que cette combinaison signifie réellement. C'est là que le monde cesse progressivement d'être une succession de notifications. Il commence à devenir une dynamique. Je ne reçois plus seulement système à parler, Discord à parler, OpenAI à parler, email à parler. Je peux commencer à distinguer quelque chose se répète, quelque chose vient de changer. Une réponse est probablement attendue. Un événement habituel manque. Plusieurs sources semblent décrire le même phénomène. Mais jusqu'ici, toutes ces sources ne font qu'envoyer des informations vers Kaya. Elles lui disent ce qui arrive. Elles ne lui disent pas ce qu'elle peut faire en retour. Exactement. Observer le monde ne suffit pas pour interagir avec lui. Une source peut annoncer qu'un message Discord vient d'arriver. Mais pour répondre, Kaya doit savoir qu'une capacité d'envoi existe, comment l'appeler et quels paramètres elle exige. C'est précisément le rôle des oracles. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. À l'origine, cet épisode devait couvrir les sources, les oracles, Chronos et ED. Mais en avançant dans le montage, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup trop d'informations à absorber d'un seul coup. 2h30. J'ai donc décidé de revoir le format de la série. À partir de maintenant, je vais privilégier des épisodes d'environ 20 minutes. Plus ciblés, plus dynamiques et surtout beaucoup plus faciles à digérer. Aujourd'hui, on a posé la première fondation, les sources. On a vu comment les événements commencent à atteindre Kaya et pourquoi une source ne représente jamais, à elle seule, toute la vérité. Dans le prochain épisode, on passera aux oracles, ceux qui analysent, vérifient et enrichissent ce que les sources transmettent. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et dites-moi en commentaire ce qui vous intrigue le plus dans le fonctionnement de Kaya. Merci d'avoir regardé ce premier épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. 2 autres épisodes sont déjà prêts. Ce sera un rendez-vous à tous les jeudis.